Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ce nouvel épisode des Mercredis du COFER. Merci beaucoup Augustin d'avoir accepté d'intervenir et de nous parler du traitement du rhumatisme à pyrophosphate de calcium. Tu nous diras peut-être si tu continues de dire chondrocalcinose aux patients ou si tu as complètement arrêté. Hmm. Je te laisse la parole. On va faire, comme d'habitude, une vingtaine de minutes. Et puis après, on aura un petit temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans la conversation, soit dans l'onglet questions et réponses. À toi, Augustin. Merci Guillermo. Bonjour à tous. Je suis très content d'avoir l'occasion de vous parler de cette maladie qui m'est très chère et sur laquelle on travaille pas mal en ce moment. Et donc on va parler un peu de traitement, de thérapeutique du rhumatisme à la pyrophosphate de calcium. C'est une bonne question, hein. Est-ce qu'on dit chondrocalcinose? Euh, faut voir que pour les patients, c'est quand même beaucoup plus simple de dire chondrocalcinose. Donc, je continue à dire chondrocalcinose aux patients tant qu'on n'a pas trouvé vraiment d'acronyme un peu mieux ou voilà, de nomenclature plus efficace, on va dire, pour la communication avec le patient. Cela dit, je continue à éviter de dire chondrocalcinose dans les communications, dans les articles, dans les publications, parce que je pense que ça crée un flou dont on pourra reparler. Alors, exceptionnellement, dans le monde du cristal, ça arrive qu'on ait des conflits d'intérêts. Et là, je dois avouer donc avoir un conflit d'intérêts puisque je suis investigateur coordonnateur d'un PHRC, donc un essai clinique qui va débuter dans le courant de l'année, qui s'appelle Tocicar, qui vise à comparer le tocilizumab au placebo dans le rhumatisme à pyrophosphate de calcium et pour lequel j'ai reçu un financement complémentaire par un industriel. Alors, donc chondrocalcinose ou rhumatisme à dépôt de pyrophosphate de calcium, je pense que maintenant la différence, elle est assez claire dans les têtes que la chondrocalcinose, ça désigne uniquement la forme radiographique, c'est les anomalies qu'on voit au radio, c'est-à-dire les dépôts intra-articulaires ou périarticulaires qui sont évocateurs de pyrophosphate de calcium. On dit évocateur parce que vous savez qu'on ne peut pas se faire la part des choses entre euh, PPC, donc pyrophosphate de calcium, et BCP ou apatite à la radio. Mais quand même, quand on voit une radio de genou comme celle-ci, avec la méniscocalcose, des dépôts très linéaires intra-articulaires, c'est très évocateur de pyrophosphate de calcium. Et je vous rappelle juste, en petit aparté, que pour l'apatite, c'est des calcifications qui sont volontiers plus grossières, numulaires, arrondies, et qui ont souvent la même densité que la corticale osseuse, parce que la corticale osseuse est composée d'apatite, et donc ça vous donne une idée de la densité des calcifications d'apatite. Bref, pour ce qui nous intéresse ici, donc les cristaux de pyrophosphate de calcium, vous avez quatre formes cliniques qui sont classiquement décrites. La plus fréquente est probablement la forme asymptomatique. Et puis vous avez les formes qu'on rencontre en pratique clinique, qui est l'arthrite aiguë à pyrophosphate, l'arthrite chronique à pyrophosphate, qu'on appelle respectivement parfois la pseudo-goutte ou la pseudo-PR. Et puis vous avez la forme de rhumatisme à pyrophosphate associée à l'arthrose. On verra des images un peu après. Il y a donc une hétérogénéité des phénotypes qui fait déjà toute la complexité. Il faut qu'on plante un peu le paysage avant d'envisager le traitement, parce que le traitement va dépendre du phénotype. Donc en haut à gauche, vous avez cette arthrite aiguë à pyrophosphate, vous avez un orage inflammatoire. Caractéristique typique d'une arthrite microcristalline, c'est un début brutal, très inflammatoire, fébrile, des signes inflammatoires locaux et une résolution spontanée, souvent un peu plus longue que la crise de goutte, puisque la crise de goutte, on dit que c'est de l'ordre de quelques jours. Pour l'arthrite à pyrophosphate, on voit que les crises peuvent durer plusieurs semaines. Et puis, parfois, ces crises, elles peuvent récidiver. Donc, on est dans la forme aiguë récidivante. Et puis, vous avez la forme chronique, dont l'inflammation est un peu plus chronique, un peu plus torpide, moins inflammatoire localement, on a moins de signes inflammatoires, parfois on n'a pas de synovite clinique, mais on voit cette forme qui ressemble à une PR séronégative avec des dépôts de pyrophosphate de calcium ou parfois à une PPR avec des dépôts de pyrophosphate de calcium. Et puis vous avez les formes mixtes, où vous avez cette forme polyarticulaire chronique sur lesquelles viennent s'ajouter des crises inflammatoires aiguës. Et donc en fonction des phénotypes, le traitement va être un peu différent. Puis vous avez une complexité pour l'évaluation des rhumatismes, c'est que voilà, vous avez ces formes de maladies à pyrophosphate de calcium qui s'associent à des arthroses soit très sévères,
Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de ce genou, vous voyez que vous avez un pincement global de l'interligne fémoro-tibiale interne et externe, ce qui est assez atypique pour une arthrose, où souvent on a une prédominance sur le compartiment interne, sauf en cas de gêne valgum où c'est plutôt externe. Et puis vous avez des arthroses assez atypiques de l'épaule, du carpe, du coude, C1, C2, et donc toutes ces arthroses-là vont devoir faire rechercher des dépôts de pyrophosphate, et donc ça va donner des douleurs qui vont être plus mécaniques, mais qui peuvent être au premier plan, et donc il y a une analyse sémiologique qui doit être faite de façon assez fine pour décider du traitement. Autre forme de complexité, c'est que vous avez les mêmes phénotypes inflammatoires et mécaniques au niveau du rachis cervical et lombaire et dorsal aussi. Et vous avez ici typiquement ce syndrome de la dent couronnée avec des calcifications autour de l'odontoïde qui vont donner des inflammations, des cervicalgies inflammatoires très brutales, un torticolis inflammatoire volontiers fébrile avec ces dépôts-là, des discopathies inflammatoires, des spondylodycites microcristallines qui vont parfois amener à faire des biopsies. Et donc l'analyse, là encore, est difficile, mais le traitement est théoriquement le même. Et notre expérience montre que les formes axiales inflammatoires répondent classiquement au même traitement que les formes périphériques. Et vous avez aussi également, de la même façon que sur les articulations périphériques, des formes dégénératives qui sont parfois très sévères, hein. Vous voyez au rachis, vous avez ces dislocations rotatoires avec des discopathies micro-érosives, des vides discaux qui peuvent donner des discopathies inflammatoires qui sont comme des modiques. Et puis au rachis cervical, la particularité de l'atteinte microcristalline, c'est que ça va atteindre volontiers le rachis cervical haut, au-dessus de C4, avec là encore des formes érosives, des blocs, des ankyloses discales, qui vont là encore perturber l'analyse sémiologique, puisque ça va être à l'origine de symptômes qui ne sont pas forcément inflammatoires. Donc là, l'apport de l'imagerie va être intéressant. L'autre niveau de complexité, c'est que ces phénotypes peuvent s'associer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, c'est une étude qui a été faite sur des cohortes qu'on avait créées au moment où on a développé les critères de classification ACR-ELAR. Et vous voyez que la majorité des cas étaient des cas d'arthrite aiguë, mais que tous les patients chez qui il y avait une arthrite chronique persistante, l'immense majorité avait aussi une arthrite aiguë associée, donc il y avait des évolutions comme ça associées. Voilà. La dent couronnée, elle est rarement isolée également, elle s'associe souvent à des inflammations périphériques, mais ça peut arriver, c'est pas exceptionnel. Il faut prendre ces données avec des pincettes, mais c'est pour vous montrer que les phénotypes peuvent s'associer les uns avec les autres. Et enfin, dernier niveau de complexité, peut-être le plus important et le plus challengeant cliniquement, c'est que vous avez une prévalence de la chondrocalcinose qui va augmenter avec l'âge. Et qu'est-ce qui augmente avec l'âge? C'est toutes les autres comorbidités et beaucoup de rhumatismes ont leur prévalence qui vont être augmentées au fur et à mesure du vieillissement de la population. Et typiquement, vous voyez ici, ça c'est une étude qui a été faite en Allemagne, et vous voyez que ils ont pris des patients qui avaient des rhumatismes inflammatoires, rhumatisme à pyrophosphate de calcium, DPR, ACPA+, et ACPA-, des gouttes des PPR, et ils ont regardé finalement est-ce qu'il y avait des chevauchements entre les maladies. Et vous voyez que en réalité, dans 53 polyarthrites, vous avez des dépôts de pyrophosphate de calcium. Et dans ces formes de chevauchement, de ces 53 formes qui associent polyarthrite rhumatoïde et rhumatisme à pyrophosphate de calcium, 85% sont séronégatives. Ce qui veut dire quoi? Il y a deux messages. C'est que, un, vous pouvez avoir une association entre les deux maladies, mais il est possible que les PR séronégatives aient en fait été méconnues et que c'est un diagnostic en fait de rhumatisme à pyrophosphate de calcium qui n'a pas été fait dans ces cas-là. Et c'est la même chose qu'on voit parfois dans les PPR, même si c'est un peu plus rare. En tout cas, dans cette cohorte, c'était beaucoup moins fréquent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que PR séronégative, on a souvent le réflexe de faire des échographies pour les PR, pour l'évaluation de l'activité des rhumatismes. Et moi, je vous encourage à aller chercher les pyrophosphates de calcium, notamment au poignet, c'est assez facile à faire, et puis ça vous permet de redresser certains diagnostics. Et puis il faut voir aussi que, par exemple, la goutte et la chondrocalcinose ne sont pas des rhumatismes qui s'excluent l'un l'autre. Vous pouvez avoir l'association des deux types de microcristaux. Donc voilà, là c'était pour vous montrer un peu
l'ampleur du sujet, le problème qu'on a, c'est-à-dire qu'avant de parler de traitement, il faut bien phénotyper le malade, à la fois sur sa forme clinique, sur les manifestations inflammatoires ou mécaniques, sur la forme axiale ou périphérique, et puis s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres diagnostics alternatifs, puisque la difficulté qu'on a avec le rhumatisme à pyrophosphate de calcium, c'est ce chevauchement entre les diagnostics. Le rhumatisme à pyrophosphate, ça peut vraiment simuler tous les autres rhumatismes inflammatoires chroniques, y compris la spondylarthrite, et ça nous est arrivé de redresser des diagnostics de ce type. Et donc c'est souvent un diagnostic méconnu. Donc voilà. Et puis à l'inverse, on prend les choses pour un rhumatisme à pyrophosphate alors que c'est un autre rhumatisme. Donc il y a vraiment une analyse très fine au niveau sémiologique et diagnostique à faire. Bon, ensuite, pour parler vraiment du traitement, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de l'inflammation microcristalline dont on va parler, c'est-à-dire un cristal va activer des macrophages, l'immunité innée, et va déclencher une réaction inflammatoire typiquement euh, très très intense, avec une arthrite aiguë de début brutal, des douleurs très intenses, une inflammation locale qui est intense et surtout une autorésolution. Donc c'est finalement la même mécanique entre les cristaux d'urate et les cristaux de pyrophosphate de calcium. Les mêmes, les mêmes conséquences vont être engendrées par les deux types de cristaux. Ce qui fait que pendant de très longtemps, le traitement de l'inflammation à pyrophosphate a été calqué sur le traitement de l'inflammation goutteuse, parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'études cliniques qui étaient conduites dans la goutte que dans les rhumatismes à pyrophosphate, notamment à cause des difficultés de phénotypage des patients dans l'arthrite à pyrophosphate. On avait beaucoup moins de certitude diagnostique quand on fait un diagnostic d'arthrite à pyrophosphate que d'une arthrite goutteuse. Bref, donc le traitement, c'était jusqu'à peu AINS, colchicine, corticothérapie. Alors, dans la population à pyrophosphate de calcium, c'est une population qui est relativement âgée, donc on évite les anti-inflammatoires non stéroïdiens et on va se concentrer sur la colchicine ou les corticoïdes. Et on n'avait pas de moyen de hiérarchiser cette prise en charge pour l'arthrite aiguë à pyrophosphate. Et c'était sans compter sur l'équipe de Lille et de Tristan Pascard qui a fait cet essai randomisé contrôlé, donc français, qui est vraiment une fierté nationale puisque c'est le premier essai randomisé vraiment bien mené dans cette indication, qui a comparé chez des patients hospitalisés avec une arthrite à pyrophosphate de calcium, la colchicine et la prednisone pour le traitement de l'inflammation à pyrophosphate. Vous voyez que vous avez 54 patients, 57 dans l'autre bras, et en gros 53 patients qui ont été inclus dans chaque analyse. Un âge moyen de 87 ans, donc on est vraiment sur une population gériatrique ici. Bon, sans surprise, les articulations les plus fréquemment atteintes, c'est le genou et le poignet, pour l'immense majorité des cas. Et puis ensuite, vous voyez, les autres articulations sont relativement un peu plus rares, mais tout peut se voir. Et je vous rappelle également que l'atteinte de la MTP1, qu'on attribue classiquement à la goutte, peut se voir aussi dans la chondrocalcinose. Et donc, il faut bien faire attention à l'analyse des radios parce qu'on peut voir des dépôts de pyrophosphate à cette articulation-là. Bon, c'est un aparté. Alors le design de cette étude, c'est un design qui est très classique. On recevait soit de la colchicine sur les doses de la crise de goutte, soit de la prednisone également sur les doses de la crise de goutte, donc 30 mg ici. Pendant 48 heures. Le critère de jugement principal, c'est à 24 heures, puisqu'on était très très précoce dans le traitement de la crise, dans les 36 heures suivant l'initiation des symptômes. Et donc on devait traiter les gens très tôt, avec un effet qui est attendu très tôt, exactement comme la crise de goutte, où plus on traite tôt, plus on guérit tôt. Et puis ensuite, il y avait un suivi qui était organisé pendant une semaine. Voilà les résultats. Vous voyez que les courbes colchicine et prednisone sont complètement superposables. Vous voyez un effet qui est très très net. Dès 12 heures, vous passez de 70 de VA à 20 de VA en moyenne. C'est un effet qui est assez spectaculaire. Donc quand on traite tôt, ça marche très bien. Après, vous voyez des écarts types importants, mais quand même, ça vous donne une idée. Et à 24 heures, les deux points sont complètement superposés, ce qui veut dire qu'il n'y a absolument pas de supériorité d'un traitement par rapport à l'autre, et on peut conclure à une équivalence en termes d'efficacité. Ce qui va euh, conduire, en fait, ce qui va driver le choix du traitement, c'est vraiment la tolérance. Et vous voyez ici, dans cette table, que chez les patients traités par colchicine, il y avait un patient sur 5 qui avait fait des diarrhées.
contre 6% dans le groupe prénisone. Et puis, dans le groupe prénisone, en revanche, ce qui se détache, c'est vraiment les effets sur la glycémie, sur la tension et sur les effets psychotropes avec cette excitation, ces insomnies, ces anxiétés, enfin tout ce qu'on peut voir chez les patients hospitalisés qu'on va traiter avec des grosses doses de corticoïdes, ici 30 mg, qu'on ne voit pas du tout chez la colchicine. Donc en fait, vraiment, vous allez choisir votre molécule en fonction de la tolérance. Et d'une manière générale, ici, les auteurs, ils ont conclu qu'il fallait peut-être privilégier la prénisone parce que donner des diarrhées à des patients, vous vous rappelez de l'âge moyen, 87 ans, donc une population gériatrique qui est très sujette, à la déshydratation, c'est pas forcément hyper safe. Et donc, on va plutôt se prioriser la prénisone, sauf bien sûr hypertension mal équilibrée, déséquilibre de diabète assez important. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est même efficacité. La différence, c'est la tolérance avec des diarrhées avec la colchicine et les effets psychotropes sur la glycémie et la tension avec la prénisone. Bon, ensuite, ça va bien pour la majorité des patients, mais il y a toujours une petite proportion de patients qui ne va pas bien répondre ou qui va être en échec ou en intolérance ou en contre-indication, soit de la colchicine, soit de la prednisone. Dans ces cas-là, il faut revenir à la physiopathologie et se rappeler que les cristaux d'urate et de pyrophosphate, dans le macrophage, ils activent une plateforme qu'on appelle l'inflammasome, NLRP3, qui va conduire à la production d'IL1. Donc en fait, on sait que c'est une inflammation qui est très IL1 dépendante. Et vous voyez ici, c'est une publication qui date d'il y a 20 ans, qui avait fait un Nature à l'époque, donc c'était assez nouveau. Et vous voyez que chez des souris qui n'exprimaient pas l'IL1, on était incapable de déclencher de l'inflammation microcristalline. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a testé les anti-IL1. On connaît bien les anti-IL1 dans la goutte et dans la chondrocalcinose, dans le rhumatisme à pyrophosphate, ça fonctionne bien, même si le niveau de preuve il n'est pas épais, puisqu'on n'a que des séries de cas en fait. Et vous voyez ici, c'est des données françaises de Bichat qui montrent que effectivement à 3 jours, l'inflammation microcristalline chez les patients qui répondent pas bien à la prénisone ou à la colchicine, elle diminue très nettement avec l'anakinra. Il y a eu un essai randomisé contrôlé qui a été entrepris par une équipe suisse. Et en fait, cet essai, il n'a pas pu être conduit à son terme parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés de recrutement. Il n'y a eu que 8 patients recrutés pour l'anakinra, 7 dans le groupe prednisone, donc pas assez pour imaginer tirer des conclusions. Mais ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a une équivalence à terme après 7 jours entre les options. Mais vous voyez que avec l'anakinra, on a un effet sur le VA, on perd 36 points de VA contre 8 seulement dans le groupe prednisone. On est vraiment sur pas les mêmes phénotypes que les séquelles chicortes, hein. On est sur des arthrites qui ont un peu plus traîné puisqu'elles ne répondent pas à la colchicine. Et donc vous voyez que peut-être l'anakinra peut être un peu plus rapide, un peu plus efficace rapidement que la prénisone, mais on ne peut pas vraiment conclure. Mais toujours est-il que c'est tout à fait acceptable, hors AMM, de prescrire un anti-IL1 chez les patients qui répondent pas bien ou qui ne tolèrent pas bien les traitements de première ligne que sont la colchicine ou la prénisone. Ça, c'est pour la forme aiguë. Pour la forme chronique, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ça, c'est un algorithme qui est proposé en 2016 par des experts, donc c'était il y a 10 ans, et vous voyez qu'on dit, si possible, injection intra-articulaire en premier lieu, si on est sur une forme monoarticulaire. On sait que la plupart des cas ne sont pas monoarticulaires dans les formes chroniques, mais plutôt polyarticulaires. Donc là, ils disent anti-inflammatoire ou colchicine. Moi, j'ai toujours les mêmes réserves sur les anti-inflammatoires compte tenu de la démographie des patients, c'est des patients plutôt âgés. Prednisone, faible dose. Et puis ensuite, ils proposent hydroxychloroquine et méthotrexate. Ça suggère quand même que il y a parfois des patients qui vont être bien améliorés par le méthotrexate et l'hydroxychloroquine ou l'hydroxychloroquine. Et ça suggère, à mon avis, d'un point de vue physiopathologique, qu'on se rapproche plus de la PR séronégative que de l'inflammation microcristalline. Mais il y a quand même un petit rationnel. Toujours est-il que il est possible de le proposer à des patients qui ont une forme inflammatoire chronique qui ressemble à une PR séronégative et chez qui on n'a pas envie de mettre de corticoïdes au long cours et chez qui la colchicine ne marche pas bien. Mais on a peu de niveaux de preuve en dehors d'essais en crossover avec une méthodologie qui n'est pas convaincante pour proposer ça.
La colchicine, la prophylaxie par colchicine, vous voyez qu'on a une seule étude et c'est une publication, je n'étais pas encore né à cette époque-là, donc vous voyez que ça remonte. Et puis, c'était des patients, on avait comparé le avant-après, l'année avant, l'année après, et vous voyez qu'avant l'année sans colchicine, il y avait 3,2 crises par patient et par année, et quand ils avaient commencé la colchicine, il y avait une crise par patient et par année, donc ça diminuait le nombre de crises par 3, mais attention, on parle de 10 patients. Donc on est vraiment sur une toute petite cohorte, mais ça vaut le coup de l'essayer. D'autant plus que vous savez que la colchicine a un effet cardioprotecteur, et ça maintenant l'AMM, la FDA a autorisé la colchicine à visée cardioprotectrice chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Et donc, c'est intéressant dans la goutte parce qu'on sait que la goutte s'associe à un risque cardiovasculaire, mais c'est aussi vrai pour l'arthrite à pyrophosphate. Et vous voyez que vous avez une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires, non mortels après une arthrite aiguë à pyrophosphate. Donc, l'inflammation microcristalline, qu'elle soit à urate ou à pyrophosphate, va augmenter le risque cardiovasculaire au décours de la crise. Et donc, prévenir les crises et donner de la colchicine qui a en plus un effet cardioprotecteur, ça peut être intéressant, raison pour laquelle on a facilement la colchicine à 0,5 2 fois par jour ou 0,5 par jour chez les patients qui ont une forme un peu chronique, soit des arthrites récidivantes, soit une forme inflammatoire chronique qui ressemble à une polyarthrite rhumatoïde. Et puis, il y a aussi ce qui va en aval de la signalisation IL-1, et on sait en fait que les monocytes qui sont exposés aux cristaux, ils vont produire beaucoup d'IL-1, on l'a vu, mais cette production d'IL-1, elle va entraîner une énorme production d'IL-6. On a des taux d'IL-6 qui sont impressionnants dans les liquides synoviaux de patients qui ont une arthrite microcristalline. Et raison pour laquelle on propose que l'IL-1, donc c'est l'initiation de l'inflammation microcristalline, mais dans l'amplification, dans la propagation de l'inflammation, c'est l'IL-6 qui est importante. Et pardon, alors attendez, j'ai un petit souci de diaporama, voilà. Et donc le premier patient qu'on a traité avec du tocilizumab, c'était un patient qui était en échec de tout. Il était en échec des traitements usuels, donc colchicine, corticoïdes, des anti-inflammatoires, de l'anakinra. C'était un patient très jeune qui avait une forme génétique de rhumatisme à pyrophosphate liée à une mutation de HANG, qui était une mutation familiale. Et ce patient-là, il avait des crises à raison de 2 à 3 crises par mois qui pouvaient atteindre le poignet, le genou et les autres articulations. Et je vous laisse imaginer sa qualité de vie. Et donc ce patient-là, on l'a traité, comme il ne répondait plus à rien, on s'est dit, vu que les cristaux entraînent beaucoup de production d'IL-6, on l'a traité par tocilizumab, et après 2 perfusions, il n'avait plus aucune crise. Donc il y avait un effet assez spectaculaire, et ce patient, il est encore traité chez nous, et il revient régulièrement faire ses perfusions de tocilizumab. Et vous allez me dire pourquoi on ne le fait pas en sous-cut, on pourra en discuter un peu après, mais parce qu'on s'aperçoit quand même qu'en sous-cut, on a une efficacité qui est un petit peu plus faible, ce qu'on observe aussi avec la polyarthrite rhumatoïde. Alors, maintenant, on a vraiment une expérience qui est un peu plus large que ça, et on a communiqué récemment à l'ACR ces résultats sur une cohorte entre notre centre et le centre de Tristan Pascar à Lille. On a réuni 55 patients qui ont été traités par TOCI pour un rhumatisme à pyrophosphate de calcium, et vous voyez que 70% c'était une forme chronique, 25% des arthrites récidivantes, et 3% une forme mixte, qui était pour un cas sur 5 de forme secondaire à une hyperpara, une hémochromatose, une hypomagnésémie ou une forme génétique. Et vous voyez qu'ils avaient tous reçu de la colchicine. La plupart avaient reçu des corticoïdes, mais n'en recevaient plus. Et puis, une moitié avait reçu de l'anakinra, soit en échec, soit en intolérance. Et donc, on a débuté le TOCI principalement par voie intraveineuse. Et vous voyez, donc ça, c'est l'évolution de l'EVA au cours du traitement. Et en réalité, on a vraiment un effet qui est très significatif cliniquement. Et là, on a fait ce graphique-là sur l'EVA douleur, qui n'est pas forcément une excellente façon d'analyser l'efficacité du traitement, puisque en fait, les patients, au moment où ils viennent en hôpital de jour pour faire leur perf, leur EVA est souvent en effet fin de dose, et il y a aussi ces articulations dégénératives, ces arthroses qui perturbent l'interprétation de la douleur par les patients et par les médecins. Donc en gros, quand on réfléchit plus en termes d'efficacité
ressentie par le malade, cette fameuse PGA, qu'on voit dans les études, l'efficacité était satisfaisante, mais là on avait beaucoup de données manquantes sur une étude rétrospective. Et donc vous voyez que la plupart des patients, ils ont été traités 16 mois, ce qui veut dire qu'il y avait un bon maintien du traitement. Et à peu près 1 sur 2 avait arrêté le traitement, soit pour intolérance, et je vais revenir là-dessus, soit pour échec. Pour la moitié des arrêts, c'était un échec du traitement. Donc ça marche quand même pas chez tous les malades. Mais sur 55 malades, il y en a quand même plus de la moitié qui sont bien améliorés. Les événements indésirables, c'est les événements qu'on voit généralement sous TOSI, donc neutropénie, cytolyse, et puis ensuite vous avez des infections et puis d'autres cytopénies. Voilà, c'est un profil de tolérance qu'on connaît, qui n'était pas très surprenant, mais encore une fois, on est sur une population qui est un peu plus âgée que la population PR. Dans une étude européenne, on voit que le tocilizumab, il est finalement autant utilisé que l'anakinra, plutôt en 2e ou 3e ligne, avec un bon maintien, puisque vous voyez que là, le tocilizumab, il a un maintien qui est relativement favorable au cours du temps par rapport à l'anakinra. Mais encore une fois, là, il faut prendre ces données avec des pincettes, puisque c'est pas du tout les mêmes modalités d'administration d'une part. L'anakinra, c'est vraiment une injection quotidienne, donc c'est beaucoup plus contraignant pour les patients. Le toci, c'est des perfs mensuels ou des sous-cutes hebdomadaires. Et puis, il faut voir que le toci, on le donnait souvent en échec de l'anakinra, et donc en dernière ligne, on a souvent un meilleur maintien. Mais toutes ces données nous conduisent à faire ce fameux essai randomisé qui va débuter cette année, où on comparera donc le toci à un placebo dans les formes un peu réfractaires inflammatoires chroniques des rhumatismes à pyrophosphate de calcium. Donc pour conclure, voilà un peu comment on peut proposer l'algorithme de traitement. Donc pour les formes aiguës, vous voyez que dans l'arthrite, on peut retenir que la colchicine et la prednisone font aussi bien, et c'est la tolérance qui va driver le choix. En échec, anti-IL1. Dans les formes récidivantes, on peut faire colchicine prednisone, on peut aussi faire de l'anti-IL1 à la demande, mais si on veut prévenir les crises, les anti-IL1 c'est trop contraignant. Faire une injection quotidienne c'est trop contraignant, et donc on propose plutôt un anti-IL6 si on veut prévenir les arthrites récidivantes. Et dans les formes chroniques, encore une fois il y a de la place pour la colchicine et la prednisone. Le problème, c'est la prednisone au long cours. On est tous au courant des risques. Je pense que passer par la case méthotrexate, ça me paraît justifié. Plaquenil, moi, j'ai un petit doute parce que les études sont un peu moins convaincantes. Anti-IL6, moi, je suis très convaincu de l'efficacité des anti-IL6, mais bien sûr, il faut le valider sur un essai randomisé. C'est ce qu'on va tâcher de faire. Et les anti-IL1 sur les formes chroniques, moi, je pense que c'est possible, mais ça me semble un peu délicat de proposer des injections quotidiennes à un patient qui a une forme inflammatoire chronique. Et puis l'avenir, c'est d'écrire la cascade inflammatoire qui suit l'activation de l'inflammasome. Donc vous avez l'inflammasome, IL1, IL6, puis ensuite IL6 qui va activer la voie de JAK-STAT. Donc vous avez des inhibiteurs du NLRP3 qui sont en cours de développement. Les anti-IL1, les anti-IL6, on en a parlé. Et puis peut-être une place pour les JAKi, mais je mets un warning quand même sur le fait que, attention, vous vous rappelez de la population de Colchicort, c'est 87 ans d'âge moyen, donc il y a une vraie précaution d'emploi chez ces patients-là, et je pense qu'il faut vraiment que ce soit dans le cadre d'une RCP, que ce soit validé collégialement. Voilà, c'est pas quelque chose à faire en routine, bien sûr, notamment encore plus dans une indication hors AMM avec des patients qui sont souvent à risque cardiovasculaire et âgés, donc attention. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur le traitement des rhumatismes à pyrophosphate de calcium. Je serais ravi de répondre à vos questions. J'arrête peut-être mon partage, Guillermo. Oui, oui, tu peux arrêter. Merci beaucoup, Augustin. C'était vraiment très, très clair. Crystal clear, comme on dit en anglais. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions, soit dans la conversation, soit dans le question-réponse. Donc, tu disais que tu utilisais plutôt le TOSI sous forme IV. Est-ce que c'est aussi pour ne pas risquer d'avoir des remontées de l'assurance maladie rapport à la prescription hors AMM, ou c'est vraiment principalement pour l'efficacité que tu juges meilleure par voie IV? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que bon, on est toujours un peu prudent quand on prescrit un médicament hors AMM, parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir le faire en France, et quand on a publié cette série de cas
sur le TOSI, j'avoue que les collègues américains m'ont écrit en me disant mais comment tu as pu leur donner du TOSI, just curious, comment tu as fait? Et en fait, aux États-Unis, par exemple, ils ont l'impossibilité de donner des Hmm. médicaments hors AMM. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a en France de pouvoir le faire pour les malades. Et, mais bon, donc oui, je le fais en IV parce que ça me permet déjà de valider l'indication hors AMM avec la pharmacie, avec notre circuit de médicaments hors AMM qu'on a en milieu hospitalier. Après, ça m'empêche pas non plus de le mettre en sous-cut de temps en temps, parce que, et là, j'avoue que je tire avantage aussi du flou diagnostic en disant que ce sont aussi des polyarthrites rhumatoïdes séronégatives avec des cristaux de pyrophosphate. Et en réalité, en étant de bonne foi, on ne peut pas être complètement certain. Il y a toujours ce doute. C'est comme la PPR, hein. Quand il y a la PPR, si vous regardez les TEP, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec un interne du service, eh bien, vous voyez énormément de dépôts calciques sur les TEP de PPR. Et donc, en fait, faut être humble en médecine et se dire que c'est aussi une maladie qui rend humble parce on n'a jamais la certitude d'avoir complètement raison. Ouais, Mais tout à oui, fait je le fais d'accord. aussi en IV pour Ouais. pouvoir les monitorer un peu plus près parce que ça me permet de documenter. Je suis complètement d'accord. De toute façon, à passer un certain âge, c'est un des enjeux, une des grosses difficultés, comme tu l'as dit, c'est d'arriver à avoir un diagnostic précis, alors qu'on sait bien que Ouais, ils peuvent avoir un tableau qui est avec des cristaux, qui commence par une attente chrysomélique, qui est peut-être une PR, peut-être une TPR, enfin. ouais. Et on joue aussi sur ce flou pour justement l'utilisation des traitements. Alors sur le TOSI, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps tu traites? Est-ce que tu continues tant que ça fonctionne ou est-ce qu'au moins à un moment tu essayes d'arrêter? Alors, on a commencé à traiter notre premier patient, là, dont je vous ai parlé. Sa première perf, il l'a eu en 2018. Il en reçoit encore. En fait, c'est un Et traitement lui, qui il est a un vraiment cas très suspensif. particulier. Il a la forme Il familiale. a une forme très Ouais. particulière. Mais en fait, on traite les manifestations inflammatoires, mais on ne traite pas la cause de l'inflammation, parce que le trigger de Ouais. l'inflammation, le cristal, il est toujours là. Et notre expérience, du coup, si je vous dis qu'on l'a traité en 2018, c'est aussi pour vous dire qu'ensuite il y a eu le Covid, et que pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que oui, mais on a eu une petite bataille avec les internistes et les réanimateurs pour garder des stocks de TOSI pour nos malades, parce qu'ils les utilisaient beaucoup en réanimation. Il y a eu une grosse tension sur le stock de TOSI. Raison pour laquelle, pour nos patients hors AMM, on a plutôt laissé la priorité au Covid et à nos patients PR où on avait des vrais besoins prouvés. Et là, on a vu que tous les patients avaient rechuté. Et donc, on a repris le traitement et ça a fonctionné. Et donc, on a eu cette expérience un peu contrainte de on-off et de se dire que oui, quand on retire le traitement, les patients rechutent. Dans ce cas-là, on est obligé de reprendre. Et alors, il y a certains patients chez qui on peut diminuer les doses ou espacer. Là, par exemple, moi, j'ai une patiente qui a une hémochromatose et des pots de pyrophosphate responsables de crises récidivantes. On lui fait une perf tous les 6 mois, toutes les 8 semaines, et ça la maintient bien comme ça. Mais on fait un peu comme avec la PPR, c'est-à-dire qu'on est prudent, sauf que la PPR, il y a un moment, on arrive au bout d'un peu de patience à arrêter le traitement. Et là, pour l'instant, moi, sur le rhumatisme à pyrophosphate, la plupart des patients, j'ai pas réussi à arrêter encore. Ouais, merci. C'est aussi une des questions, effectivement. Est-ce qu'on essaye de trouver la dose minimale efficace? Ça paraît logique dans cette situation, comme tu le Ouais, dis. Ouais. complètement. Euh, donc, par rapport, tu dis que le trigger de l'inflammation est toujours là, et ça rejoint une question des autres Lillois de l'hôpital Roger Salingro, qui te félicitent d'abord, et qui te demandent s'il y a des pistes thérapeutiques pour la dissolution des cristaux de pyrophosphate. Ah bah, c'est une bonne question. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a des pistes qui sont vraiment très préliminaires, c'est vraiment très préclinique. Et ça n'a même pas été encore prouvé sur l'animal. Donc pour l'instant, c'est un peu l'arlésienne, hein. On en parle, mais on n'y arrive pas. On ne sait pas dissoudre le cristal de pyrophosphate de calcium. C'est vraiment un sujet de recherche active, mais je dois dire que c'est pas une recherche qui est pour l'instant très fructueuse. Mm. Donc là aussi, c'est une épreuve d'humilité. Mais en fait, la difficulté, c'est que contrairement au, au cristal du rat, on ne connaît pas très bien les mécanismes qui mènent à la cristallisation des cristaux, à la formation des cristaux de pyrophosphate de calcium. On a quelques idées, etc., mais en réalité, on ne sait pas très précisément. Et donc ça, c'est un travail qu'on essaie de faire au laboratoire avec Cornea, c'est essayer de comprendre quelle est la signature un peu ohmique des cartilages calcifiés avec du pyrophosphate pour essayer d'identifier des cibles thérapeutiques, mais
On est au tout début de cette histoire-là et pour l'instant, c'est vraiment encore en 2025, pardon, de la science-fiction. Euh, alors, il y a une question sur le schéma de colchicine et de prednisone utilisé. En pratique, tu utilises comme dans Colchicort un schéma qui est calqué sur celui de la goutte? Ou Alors pour la parfois tu fais crise, un oui. autre schéma? Ouais. Pour la crise aiguë, oui. C'est vraiment le même protocole que pour Mm. la goutte. On fait 1 mg puis 0,5 une heure après et ensuite 0,5 fois 2 parce que ça améliore un peu la tolérance. Et on aime bien aussi le donner le soir en plus du matin parce que en fait il y a un rythme nictéméral de l'inflammation microcristalline qui fait que l'inflammation est souvent nocturne. Et donc ça c'est un truc que les goutteux connaissent bien, c'est-à-dire que les crises de gouttes c'est souvent Mm. la nuit ou très tôt le matin au réveil, mais ça c'est lié à des variations nictémérales de, de, de certaines protéines impliquées dans l'inflammation microcristalline. Donc on aime bien splitter les prises de colchicine en deux et faire 0,5 fois 2. Après, pour la forme plus chronique, pour la colchicine, là aussi, on essaye 0,5 fois 2 ou 0,5 si mauvaise tolérance, dans l'idée d'avoir une petite prophylaxie. Et il faut au moins le faire 6 mois pour qu'on ait un peu de recul, savoir si ça marche bien pour la prophylaxie des crises et qu'il y ait un peu de recul pour le patient. Après, moi j'avoue que j'ai tendance à laisser toujours une petite dose filante de colchicine chez les patients parce que quand ils le tolèrent bien, il n'y a pas vraiment d'appréhension sur des effets secondaires à long terme de la colchicine, alors qu'on sait que c'est un peu cardioprotecteur quand même et qu'il y a peut-être un effet bénéfique sur la prophylaxie des crises. Donc je laisse facilement 0,5 ou 0,5 fois 2 en fonction de la tolérance. Et pour la prednisone, bah là, j'avoue que la prednisone au long cours, je donne vraiment dans les impasses thérapeutiques. Et puis, je fais un peu comme dans la polyarthrite rhumatoïde, hein, on essaye 5 mg, un petit peu plus, un petit peu moins selon l'efficacité. Et puis, on essaie de trouver la dose minimale qui permet un état satisfaisant, comme on peut le faire dans certaines polyarthrites qu'on n'arrive pas à sevrer en corticoïdes. Et une toute dernière question. Tu parlais effectivement des formes avec plutôt des arthropathies qui vont donner des douleurs mécaniques mais peu d'inflammation. J'imagine que c'est un peu le sens de la question. Euh, alors, peut-être pas tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir une forme inflammatoire chronique mais sans inflammation biologique? Alors, d'expérience, oui. Mais j'avoue que ces patients-là répondent souvent un petit peu moins bien au traitement. Euh, mais j'ai aussi des contre-exemples. C'est-à-dire que j'ai des exemples de patients qui ont une forme inflammatoire chronique qui ressemble vraiment à une polyarthrite rhumatoïde. Et, euh, et en réalité, dans les formes inflammatoires chroniques pseudo-PR, liées à des cristaux de pyrophosphate de calcium, on a vraiment beaucoup moins souvent des vrais synovites ou des vraies inflammations tissulaires qu'on peut mettre en évidence comme dans la polyarthrite rhumatoïde. J'ai pas encore complètement compris pourquoi, mais ces patients-là, même en l'absence de synovite clinique et même en l'absence de CRP, peuvent répondre au TOSI. Donc c'est pas un critère qui doit décourager d'essayer une biothérapie anti-IL-6 pour essayer d'améliorer leurs symptômes. Parce qu'il faut voir aussi que c'est des patients dont la qualité de vie, elle est souvent très altérée. Donc, moi, dans ce cas-là, je leur propose de tester le TOSI pendant 3 mois sur des paramètres qui sont malheureusement toujours un peu subjectifs, hein. C'est-à-dire que ce qui nous rend inconfortable, c'est si on n'a pas de CRP et si on n'a pas d'inflammation clinique. C'est toujours un peu difficile de réévaluer l'efficacité du traitement. Bon, la CRP sur le TOSI, c'est pas le nerf de la guerre, mais voilà, ça arrive, c'est plus rare, mais j'ai eu quelques patients comme ça qu'on a pu récupérer avec le TOSI, avec une forme qui était vraiment indubitable, une chondrocalcinose très floride et des polyarthralgies inflammatoires très chroniques qui répondaient à rien et qui étaient très corticodépendantes. Et grâce au TOSI, on a réussi à les sevrer en corticoïdes. Donc c'est un peu une réponse de Normand. Je ne sais pas s'il y a des Normands qui nous écoutent, mais j'ai du sang normand, donc je peux me permettre de le dire, mais c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais en tout cas, c'est possible. Merci beaucoup, Augustin. C'était passionnant et je pense qu'on pourrait continuer à en discuter très longtemps. On va quand même devoir retourner à nos activités habituelles.
Merci beaucoup, Guillermo. Avec plaisir. Je n'ai pas encore envoyé de lien pour le mois de juin, mais je vais le faire prochainement. Normalement, le prochain webinaire, ça devrait être la semaine prochaine, donc il faut vraiment que je m'active. Voilà, bonne journée à tout le monde et à très vite. Merci à tous, bonne journée.